Je ne présenterai plus Scarlett Reliquet, que vous avez vu peut-être pour ceux qui ont pu assister au reste du colloque, que vous avez vu depuis le début de ses interventions, qui est chargée de la programmation des conférences, cours et colloques au Musée d'Orsay depuis 2007. Et elle c'est aussi une spécialiste, une historienne de l'art, qui a pu publier une thèse sur Henri-Pierre Rocher, collectionneur, dont elle a tiré avec Philippe Reliquet une biographie, qui est sortie en 1999, et puis il y a peu de temps la correspondance du Champ Rocher aux éditions du MAMCO à Genève. Aujourd'hui, son intervention sera basée sur le travail très, très précis et très fouillé qu'elle a pu faire sur la correspondance de John Quinn, et entre John Quinn et Henri-Pierre Rocher, qui est actuellement conservé à la bibliothèque de la ville de New York, et sur lequel elle s'appuiera dans sa communication, qui porte, puisque nous allons de plus en plus loin dans ces analyses autour des jungles, sur l'histoire mouvementée du célèbre tableau La Bohémienne endormie du MoMA. Merci Scarlett de nous rejoindre aujourd'hui pour cette intervention. Merci Claire pour cette présentation. En effet, ça peut paraître bizarre de parler de la Bohémienne endormie puisqu'elle n'est pas présentée dans l'exposition. Il s'agit d'un prêt qui est quasiment impossible à obtenir. Mais si j'ai choisi de parler de cette œuvre, c'est parce que d'abord c'est une œuvre majeure et ensuite elle pose quelques problèmes que je vais vous exposer comme d'autres œuvres de Rousseau d'ailleurs. En effet, cette communication prend sa source dans le récit exhaustif de la découverte de la Bohémienne endormie que le collectionneur et écrivain Henri-Pierre Rocher fait à l'avocat américain John Quinn, qui l'a mandaté à partir de la fin de l'année 1919 pour agrandir sa collection. Et leurs tractations par lettres, qui aboutissent à l'achat de la Bohémienne endormie par John Quinn en février 1924, et qui est aujourd'hui une icône du MoMA, que vous voyez ici, révèlent un paradoxe, à savoir, d'une part, des doutes qui ne sont pas levés à ce jour sur la paternité de ce tableau, doutes qui ont été colportés par de nombreuses sources que nous allons citer, et d'autre part, une acclamation générale de l'œuvre au moment de sa redécouverte en 1923, soit 25 ans après sa dernière apparition. Acclamation de la part de la communauté artistique de l'époque qui reconnaît unanimement ses grandes qualités picturales, à la fois en tant qu'œuvre dans l'ensemble de la production du douanier Rousseau et en tant qu'œuvre d'art tout court. Donc la controverse qui ressort des sources publiées et inédites que je vais vous montrer repose sur une double contradiction et des rumeurs qu'on ne parvient pas tout à fait à faire taire en faveur d'une paternité autre que celle de Rousseau, à savoir des dimensions différentes, d'une part. Vous allez voir à quel moment ces dimensions entrent en contradiction les unes avec les autres, et une iconographie qui révèle des discordances entre la description que Rousseau donne de son tableau quand il veut le léguer à sa ville natale et ce que l'on voit précisément dans le tableau. Mais je viens tout de suite aux circonstances de la création de l'œuvre et de sa première exposition. Donc la Bohémienne endormie est une huile sur toile de 129 cm,5 sur 2 mètres. Elle appartient au MoMA. Elle est signée et datée en bas à droite, Rousseau 1897. Elle est exposée la même année, du 2 avril au 31 mai, au 13e Salon des Indépendants, sur le Champ de Mars, où Rousseau expose 10 œuvres. En tout, Paul Signac, président du Salon, et Maximilien Luce sont évidemment témoins et voient l'œuvre exposée. On peut lire sur le cadre du tableau, et non pas à côté, le poème légende, comme il en avait l'habitude de le faire, suivant: le félin, quoique féroce, hésite à se lancer sur sa proie, qui, harassée de fatigue, s'est profondément endormie. Ces cartels servaient à expliquer les tableaux, disait Rousseau, qui jugeait que c'était tout à fait nécessaire. Une grande femme noire, vêtue d'une robe à rayures, un personnage d'allure monumentale, traité à la façon d'une vierge d'humilité, repose à même la terre, occupant la place centrale du tableau un lion qui s'approche de la dormeuse, comme s'il voulait la flairer. La nuit est totalement noire, seule la lune, avec un visage humain, éclaire la scène et le paysage de montagnes et d'eau environnant. Pas de jungle, c'est aussi un petit anachronisme de parler de la Bohémienne endormie dans cette section sur les jungles, mais vous allez voir pourquoi. Donc, en 1898, Rousseau
je le rappelle, est criblé de dettes, notamment celles qu'il a contractées auprès de son marchand de couleurs, le célèbre Foinet, Lefebvre Foinet. Il écrit une lettre au maire de Laval le 10 juillet 1898, lui proposant l'acquisition de son tableau. On peut imaginer qu'Alfred Jarry, qui a hébergé Rousseau pendant au moins 4 mois, l'a aidé à rédiger cette lettre, et donc que vous avez sous les yeux. Je vous en lis juste une partie parce que l'écriture est difficile à déchiffrer. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous adresser ces quelques lignes, comme étant votre compatriote devenu artiste par lui-même et désireux que sa ville natale possède une de ses œuvres, pour vous proposer de me faire l'achat d'un tableau de genre intitulé La Bohémienne endormie, mesurant, écoutez bien, 2,60 m de largeur sur 1,90 m de hauteur, une négresse errante jouant de la mandoline, ayant son jarre, au lieu de sa jarre, à côté d'elle, dort profondément harassée de fatigue. Un lion passe par hasard, la flaire, etc. Je la laisserai de 2000 à 1800 francs parce que je serais heureux que la ville de Laval ait un souvenir de l'un de ses enfants. C'est pour nous, cette lettre, le point de départ sur la polémique de la polémique sur l'authenticité du tableau, car la lettre contient des informations discordantes sur la taille. En effet, le premier doute s'instaure ici, car on note une différence de 60 cm et pas moins, en hauteur et en largeur, entre la taille que donne donc Henri Rousseau dans sa lettre et celle du tableau tel qu'il est actuellement présenté au MoMA. La description iconographique est également incohérente, et c'est le deuxième doute que nous avons, parce que donc Rousseau déclare dans sa lettre que la bohémienne joue de la mandoline. Or, la mandoline napolitaine, en vogue à la fin du XIXe siècle, comporte 4 cordes. Et celle-ci en comporte 6. Il est quand même étonnant de constater que Henri Rousseau, qui donnait des cours de violon, ait pu se tromper sur la dénomination de l'instrument. Je rappelle à cet égard qu'il est l'auteur d'une pièce intitulée Clémence, valse avec introduction pour violon et mandoline. Il pourrait s'agir d'une étourderie, mais ça en fait 2 déjà. D'ailleurs, l'auteur du catalogue raisonné de Rousseau, Henri de Certigny, trouve que c'est une fausse question, bien qu'il relève cette fantaisie. Je trouve pour ma part que la question des dimensions est en effet à prendre avec des précautions, puisqu'on sait que Henri Rousseau inscrivait directement sur son cadre des poèmes légendes, lesquels sont retranscrites par les journalistes qui faisaient les comptes rendus au salon. Et je vous conseille de lire le petit livre de Raoul Coquereau qui s'appelle « Rousseau vu par ses contemporains », dans lequel sont restitués tous ces commentaires. Donc, on sait que le cadre portant le poème légende que je vous ai lu tout à l'heure a disparu et que les dimensions données par Rousseau correspondraient donc, hypothèse, au tableau avec son cadre manquant aujourd'hui. Au contraire, dans le livre de Pierre Courtion, édité en 1944 puis en 1957, Henri Rousseau le douanier, on peut lire la chose suivante, ouvrez les guillemets, « Vainement, il a proposé à la municipalité de Laval l'achat de la bohémienne, entre parenthèses, pas celle de New York, au dire de Robert Delaunay lui-même, qui m'assurait que cette dernière n'était pas la vraie. » J'en viens à la redécouverte de la bohémienne endormie par le critique Louis Vauxhall. En effet, après la proposition d'acquisition avortée à la mairie de Laval, on perd la trace du tableau pendant 25 ans. Mais pendant ce temps-là, il se passe beaucoup de choses, des expositions du douanier Rousseau, des rétrospectives, celle du Salon des Indépendants un an après la mort de Rousseau, en 1911. Le nom de Rousseau commence à se propager dans l'avant-garde, les collectionneurs s'y intéressent, Delaunay, mère, puis Robert Delaunay, son fils, la baronne de Tingen, Ambroise Vollard, parmi les collectionneurs, mais aussi Villard, et les artistes eux-mêmes, Picasso, se procurent leur Rousseau. En 1922, en juin, le plus chic des collectionneurs français, Jacques Doucet, emporte la Charmeuse de Serpent pour 50 000 francs. Et c'est dans ce contexte, qui voit la cote de Rousseau flamber littéralement, que le critique Louis Vauxhall redécouvre 25 ans après sa dernière apparition le tableau plié et en mauvais état chez un tonnelier. Il va la proposer au galeriste Daniel-Henri Kahlweiler, lequel se trouve assez ruiné, car, comme vous le savez, il a dû vendre et disperser donc toute sa collection en 1920 et 21, et donc il a besoin d'argent.
dans une lettre justement de Daniel Kahnweiler à Louis Vauxhall, qui est publié par Assouline dans son célèbre livre Daniel Henri Kahnweiler, L'homme de l'art, en 1979, ils se mettent d'accord sur cette transaction. Vauxhall a tout à fait conscience de la valeur astronomique atteinte par les œuvres de Rousseau. Je rappelle qu'à cette époque, donc au début des années 20, les Picasso s'échangent pour 4 ou 5 000 francs, et vous allez voir que là, le tableau va atteindre une valeur absolument incroyable. Donc, c'est un homme de métier, Vauxhall, il passe son temps à faire des comptes rendus des salons et connaît parfaitement le marché de l'art. J'ai trouvé ce manuscrit, autographe, inédit, dans le fond de la bibliothèque de l'INHA, et il est très difficile à décrypter, mais néanmoins, je vous lis quelques passages. Je puis bien l'avouer aujourd'hui, cette fameuse bohémienne endormie, devant laquelle toute l'école de Paris et les amateurs et la critique défilent en pèlerinage, dans la boutique ésotérique de Kahnweiler, du présent, c'est l'auteur, un mot indéchiffrable ici, du présent article, qui l'a déniché il y a bien des années chez un tonnelier. Ce brave homme la détenait d'un client qui, n'ayant pu lui payer je ne sais quelle minime facture de mise en perce d'une demi-grave, donc du vin, lui offrit cette immense et, selon Cocteau, sublime composition qui déclencha un torrent de littérature. Donc, je poursuis mon raisonnement, et c'est donc après cette découverte qu'il va se passer quelque temps entre le moment où il effectivement porte l'œuvre chez Daniel Henri Kahnweiler et au moment où Picasso va signaler à Henri-Pierre Rocher cette œuvre. Henri-Pierre Rocher, que voilà, est comme Oude, dont on a parlé aujourd'hui ou hier, un marchand sans galerie, l'ami des artistes, un collectionneur et un agent qui a signé un contrat pour 5 ans avec John Quinn, l'avocat d'affaires américain, dont je rappelle qu'il était le principal prêteur et le principal acheteur à la célèbre exposition de l'Armorichaud en 1913. Et ce John Quinn a chargé cet agent français de repérer ce qui se trouve sur le marché français de meilleur en termes d'art moderne. Et donc, on comprend par l'énorme correspondance à laquelle Claire a fait allusion et sur laquelle je travaille avec mon mari Philippe Reliquet, ici présent, que je remercie, qui m'a beaucoup aidé à construire cette communication. Cette correspondance constitue un véritable panorama des relations artistiques France-Amérique, et on comprend dans cette correspondance que John Quinn a été très déçu d'avoir manqué l'acquisition de la charmeuse au serpent, qui est repérée dès le 28 mai 22, mais achetée par Jacques Doucet. Donc, en juin 22, Rocher va se mettre en tête de trouver le Rousseau. Sont mentionnés dans leurs échanges les principaux noms des collectionneurs et donc concurrents que vous connaissez à détenir des Rousseaux. Serge Férat, Robert Delaunay, Villard, Vandelaire, qui possèdent une dizaine de Rousseau à cette époque-là. Et c'est là qu'intervient Picasso, opportunément à ce jour-là, à ce moment-là, pour indiquer la présence d'un Rousseau chez Kahnweiler. Rocher et Picasso se connaissent très bien. Depuis 1905, Rocher a fréquenté l'atelier de Picasso au bateau Lavoir, l'a regardé peindre pendant des heures, se taisant bien ensemble, comme il disait dans ses écrits ensuite quand il a raconté sa vie avec Picasso. Et il lui a même demandé d'illustrer un de ses livres. Rocher, qui était un Don Juan, a écrit un livre intitulé Don Juan et et il a quémandé dans les années 20 à Picasso, qui n'a jamais cédé à sa demande, des illustrations, pour la grande déception de Rocher, qui publiera son livre en 21 sans les illustrations tant attendues. Ainsi, à la suite de très intenses échanges fournis et serrés, John Quinn achète le 15 février 24, d'après photographie, c'est Man Ray qui fait quasiment toutes les photographies du douanier Rousseau, la bohémienne, avec l'aide d'Henri-Pierre Rocher, qui l'a découverte, donc un mois plus tôt. On comprend que Rocher a voulu précipiter l'achat en mettant toutes les chances de son côté pour cette fois ne pas rater cette occasion qui ne se représentera pas. J'ajoute à ça le peu de moralité de Picasso. On a parlé de Picasso farceur, des canulars qu'il pouvait faire. Picasso, remarqué par son cher ami Apollinaire, avec lequel il a été mêlé au vol en 1907 de 3 statues de la péninsule ibérique au musée du Louvre, qui dira dans une lettre
et c'est Laurence Campa qui a publié ces lettres qui parlait hier, dans une lettre datée du 30 juin 1915, une lettre d'Apollinaire à sa maîtresse Madeleine Pagès, que Picasso, écoutez bien, était sans scrupule aucun. En effet, quand on a interrogé Picasso sur ses liens avec Apollinaire au moment, cette fois, du vol de la Joconde en 1911, Picasso a dit ne pas connaître Apollinaire. La chasse au Rousseau, terme utilisé dans une lettre de Rocher à Queen en mai 1922, que mène Rocher, va commencer dans un contexte particulier. Une lettre du 3, 5, 6 avril, les lettres se prolongent sur plusieurs jours en général, indique que Rocher vient de découvrir les 12 Rousseau de Van Leer. The ensemble, imposing, crushing of naive, grandiose, pure beauty. Bon, ce sont toujours des mots un petit peu emphatiques parce que, évidemment, naturellement, Rocher a besoin de vendre les tableaux. Dans sa lettre du 30 janvier au 10 février, alors là, c'est, la lettre du 5 avril 1923 sur le prix atteint par la charmeuse de Serpent, acheté par Doucet, mais je crois que vous arrivez à lire vous-même le prix. De la charmeuse, 50 000 francs. Dans sa lettre, cette fois, j'avance un petit peu dans le temps, du 30 janvier au 10 février 24, c'est une lettre de 5 pages, Henri Perrochet fait pour la première fois mention de la bohémienne endormie, que Kahnweiler en veut pour 175 000 francs. Je ne sais plus à quel endroit se trouve, si, vous le voyez, peut-être ici. 175 000 francs. Dans une lettre du 30 janvier, donc dans cette lettre-là, il dit, mais je vous laisse lire, « It beats even the charmeuse ». Elle bat même la charmeuse. « To me, it is the Rousseau ». C'est pour moi le Rousseau. « I have never been more thrilled by a painting in my life », etc., etc. Le télégramme de Rocher à John Queen du 9 février 24 dit « Doucet confesses picture more important than his charmeuse ». Rocher ira voir la bohémienne presque chaque jour. Il y emmène Doucet, Brancusi, qui sont tous, selon son expression, touchés au cœur. Le 15 février 24, Queen donne son accord pour acheter au prix de 175 000 francs, on est loin des 50 000 francs de la charmeuse de Serpent, le tableau, et Rocher lui répond « Hourra, une souscription publique était en préparation au Louvre ». Il s'agit du transfert bancaire des 175 000 francs. John Queen invite alors tous ses amis américains, galeristes, artistes à venir fêter l'arrivée de son chef-d'œuvre chez lui. L'œuvre est venue par paquebot, paquebot appelé le France, dans lequel d'ailleurs l'œuvre sera abîmée en 3 endroits par des clous qui se promenaient dans la caisse. Ils boivent ensemble du champagne, datant, dit-il, d'avant la Première Guerre mondiale. Il paraît que c'est une chose exceptionnelle. Et John Queen écrit le 13 mars « Wondrous color and composition, beautiful, moving, stupendous ». Dès l'installation de l'œuvre chez lui, John Queen cherche à connaître l'histoire, je cite, aussi détaillée que possible, à qui Rousseau a été vendu, dans quelles mains il est passé et de qui Kahnweiler le tient. Je me fiche des prix, mais je voudrais connaître son histoire. Il indique dans cette même lettre du 15 mars 24 que la toile a été relined, rentoilée, et il demande à connaître son titre. Rocher ne pourra pas lui donner plus de détails sur l'historique de la bohémienne endormie. Mais Queen profitera pas beaucoup de cette occasion car il meurt brutalement le 28 janvier 24 d'un cancer du foie et sa collection moderne qui faisait une honte à sa famille, à ses héritiers, est vendue par lot aux enchères dans de très mauvaises conditions. C'est alors qu'intervient la vente, le 28 octobre 26, de la bohémienne endormie à l'hôtel Drouot. Le catalogue contient une préface que j'ai citée tout à l'heure de Jean Cocteau, extraordinairement emphatique et assez incompréhensible, tout à fait dithyrambique et alambiqué. Le galeriste Henri Bing achète l'œuvre, la revend peu de temps après à une certaine Madame Rockstuhl, près de Lucerne en Suisse, qui va la conserver jusqu'en 1939, date à laquelle Madame Simon Guggenheim l'achète pour la donner au MoMA. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. On se rend compte que la polémique n'a jamais vraiment cessé, comme l'attestent des lettres que j'ai trouvées dans le fond des archives au MoMA, et archives de Alfred Barr, qui était le directeur. Le 18 décembre 1943, Frédéric Clay Bartlett, qui était un des trustees du MoMA, qui a collectionné des tas d'artistes très importants, répondant à une lettre d'Alfred Barr sur la provenance du tableau récemment entré au MoMA, répond qu'à son avis, la toile était plus grande avant quand il l'a vue au Salon des Indépendants en 1897, pour la première fois. Frédéric Clay Bartlett a 25 ans à cette époque. Et il dit, ouvrez les guillemets, j'ai l'impression que le tableau a été coupé. La correspondance entre Marcel Duchamp
à laquelle a fait allusion Claire et Henri-Pierre Rocher, laisse entendre par une lettre de Marcel Duchamp à Henri-Pierre Rocher du 21 août 1945 que la controverse n'est pas éteinte après la Seconde Guerre mondiale. Duchamp, dans cette lettre à Henri-Pierre Rocher, lui demande pour le compte de l'actuel directeur du MoMA, donc successeur de Barr, James Johnson Sweeney, des explications sur l'historique de la bohémienne endormie. En un mot, c'est la partie qui est en gras, je crois. Il aurait besoin du pédigré de cette toile qui maintenant appartient au MoMA. Donne-lui tous les détails, la controverse à propos de l'authenticité, etc. Dans un autre registre, André Breton, qui publie son texte, qui publie Flagrant délit en 1949, se fait de nouveau le porte-parole de cette controverse. Le texte prend son point de départ dans la publication de la page littéraire de la revue Combat d'un texte faussement attribué à Rimbaud. Et il étend cette question de l'authenticité à un cas annexe, celui de Picasso une nouvelle fois, qui lui avait assuré personnellement ne pas toujours reconnaître la paternité de ses propres toiles lorsqu'elles lui déplaisaient. Breton, dans ce texte, dénonce le caractère dangereux de ce jeu qui, selon lui, entraîne des erreurs d'attribution fâcheuses. Et je cite cette phrase, « On peut déplorer pour la santé de l'esprit que Picasso, qui nie l'authenticité de la bohémienne endormie, exposée sous le nom d'Henri Rousseau au MoMA, déclare connaître son véritable auteur et avoir suivi les étapes de son exécution, est omis d'intervenir pour faire cesser cette imposture. » Henry Bing, l'ancien propriétaire du tableau, vous vous souvenez qu'il avait acheté à Drouot en 1926, après la mort de Queen, est également sollicité par Barr, qui n'est plus directeur de MoMA, mais qui est toujours préoccupé par cette question. Il lui écrit le 15 juillet 1952 que Picasso aurait, ouvrez les guillemets, fait le tableau pour s'amuser, ou encore, ouvrez les guillemets, Derain l'avait vu faire. Cette information est reprise dans le catalogue Henri Rousseau Retrospective, l'exposition qui a été faite à la fois aux Galeries du Grand Palais, dont voici la couverture. Et il y a une notice très importante, page 148-149, qui reprend toutes les allégations de suspicion de non-paternité de Rousseau. Alors je conclus à 3 hypothèses, avec beaucoup de précautions, sans me prononcer faute de preuves scientifiques. La première version officielle qui a cours aujourd'hui, c'est qu'évidemment, et c'est la plus crédible, le tableau du MoMA est bien celui de Rousseau. La différence de taille est due à un cadre qui n'existe plus et à une étourderie de Rousseau en ce qui concerne les histoires donc de dimension et aussi d'iconographie. L'œuvre est totalement authentique et la controverse a été fabriquée de toutes pièces, car la bohémienne endormie, on l'aura compris, est fascinante de par sa composition et de par le mystère de sa très longue disparition. La réapparition 25 ans plus tard a alimenté les fantasmes. D'ailleurs, on en veut pour preuve, merci Claire de me l'avoir fourni, pour preuve de sa valeur, le certificat d'authenticité établi le 19 avril 26 par Willem Oude, son contemporain, admirateur et le premier biographe de Rousseau. La deuxième hypothèse, c'est que le tableau d'origine a été si endommagé pendant 25 ans de mauvais stockage, sans son cadre d'origine, qu'il a été retouché partiellement par Picasso, dont je rappelle qu'il avait signalé lui-même à Henri-Pierre Rocher la présence de cette œuvre chez Kahnweiler. La complicité de Kahnweiler, qui est d'ailleurs ruiné à cette époque-là, et de Picasso, joyeux farceur, est essentielle. La roublardise de Picasso aussi. La troisième hypothèse, et c'est la fin de mon intervention, c'est l'hypothèse extrême. C'est que le tableau retrouvé en 23 n'est pas celui de 1897. Il a été entièrement refait par Picasso dans ses dimensions d'origine, sans le cadre. Picasso adore Rousseau, quoi qu'il en dise parfois, et le collectionne, comme chacun sait. Dans l'exposition, on trouve tous les tableaux de Rousseau collectionnés par Picasso. Picasso, voyant que l'œuvre est géniale, mais beaucoup trop abîmée pour le proposer à un collectionneur, se réapproprie la bohémienne en recopiant intégralement l'original avant de le faire disparaître, ou bien en recouvrant le tableau ancien intégralement. Il a fait, suivant mon hypothèse, rentoiler l'œuvre, dont les bords sont actuellement masqués par un ruban de papier jamais soulevé, m'a dit la restauratrice en charge du tableau au MoMA, Annie Everham, qui joint la toile ancienne et joint la toile moderne. Il faut ajouter qu'à cette époque-là, il y a très peu de Rousseau à vendre. Delaunay est sollicité à plusieurs reprises par Rocher pour se défaire de ses Rousseau, mais c'est en vain, car il fait de la rétention et que la cote s'est envolée aussi, c'est important. Il y a clairement une affaire à faire, et curieusement, quand il a été interrogé par Henry Bing, Picasso a dit ne pas aimer ce tableau, à cause en particulier de la jarre et de la mandonille qu'il trouvait, je cite, très mauvais.
C'est dans une lettre à Barre en 1952. Mais pourquoi donc affirmer, quand on sait qu'il appréciait beaucoup Rousseau, pourquoi donc affirmer cela? Est-ce que ce serait justement parce qu'il aurait repeint lui-même cette fameuse partie basse de la bohémienne endormie, souvent la plus abîmée lors d'un mauvais entrepôt? Ainsi, des examens scientifiques complets, non réalisés à ce jour, devraient pouvoir prouver qu'il y a des différences de qualité dans la couche picturale. Certains musées possèdent des Rousseau, comme la Menil Collection, la Phillips Collection de Washington ou la Fondation Beyeler, qui ont pratiqué des tests approfondis. Et il y a eu un très beau colloque, malheureusement sans acte, mais que m'a signalé Nancy Harrison, grand merci Nancy, qui a fait donc un point sur la restauration des Rousseau, mais malheureusement pas sur la bohémienne. Et il semblerait, par exemple, que l'analyse des Blancs soit déterminante pour dater les tableaux de Rousseau. On sait donc maintenant que les examens faits à la Fondation Beyeler en 2013, que Rousseau ne travaillait pas avec de la peinture à l'huile pure, mais mélangeait des éléments riches en protéines, lesquels ne sont pas solubles, toujours pas solubles 100 ans plus tard. Ce serait un moyen de vérifier si les ajouts supposés apportés à la bohémienne endormie sont de la même composition. Et je conclus, aujourd'hui, on doit reconnaître que seuls les examens scientifiques complets, jamais effectués à ce jour, comme l'atteste mon échange d'il y a quelques jours avec l'équipe en charge du tableau du MoMA, permettront de résoudre cette énigme romanesque que constitue la controverse autour de la paternité de la bohémienne endormie. Merci beaucoup.